Bonjour à tous, bienvenue dans cette 4e journée du sommet On n'est pas que des parents. Aujourd'hui, on va parler du couple, vaste programme, et j'ai le plaisir de recevoir Célina Butin qui va se présenter dans quelques secondes et on va parler toutes les deux du baby clash. À toi de jouer. Hello. Donc hello tout le monde, moi j'appelle Célina, je suis la maman de 3 enfants. J'ai des jumeaux qui ont 5 ans et demi, Martin et Hugo, et une petite fille qui a 18 mois. Je suis aussi mariée, puisque du coup, c'est un peu le sujet du jour. Et cette année, on fête nos 10 ans de mariage. Et ça fait 12 ans qu'on est ensemble et qu'on se connaît. Joli. Voilà. Bravo. Donc moi aussi, je vais me présenter puisque je vais intervenir aujourd'hui en tant que femme, en tant que professionnelle de la petite enfance. Je suis maman d'un petit garçon de 5 ans, d'une petite fille de 2 ans et je suis en couple depuis 7 ans. Salariés, on vit dans la totale illégalité, mais on le vit très bien. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de se dire que la naissance d'un enfant, c'est vraiment une tempête. Et Céline m'a partagé hier un petit reel qui était sur Instagram avec... j'ai oublié son nom. Comment elle s'appelle? Je sais plus, mais le podcast, c'est 1, 2, 3 quelque chose. Oui, non, mais c'est elle, c'est la fille de Chabat, Louise Chabat, pardon, excusez-moi, qui disait qu'avec son mari, je crois pas que son mari, mais enfin, avec son conjoint, quand ils ont eu leur pacte initial, c'était de se dire la première année, on ne se sépare pas. Et on essaye de tenir parce qu'en fait, on sait que cette première année, elle est vraiment hyper tendue, hyper compliquée et que souvent, c'est un peu, entre guillemets, la facilité de se dire, allez, on n'y arrive plus, on se sépare. Alors que peut-être, je dis bien peut-être, que si on tient un peu plus, la fatigue s'estompe et c'est peut-être un peu plus facile de tenir. Il y a 2 couples sur 3 qui vivent un baby clash, donc c'est vraiment quelque chose qui est très, 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 très courant. Et on estime que 20 à 25% des parents se séparent quelques mois après l'arrivée de l'enfant. Donc c'est quand même pas anodin, surtout qu'avoir des parents séparés, même si on vit bien avec et que ça n'a jamais tué personne, c'est quand même pas anodin dans la vie d'un enfant, ni dans la vie d'un adulte, de devoir se reconstruire et tout ça après. Il y a un psychiatre qui a écrit un livre autour du baby clash et qui dit que je vais vous lire l'extrait, le couple à l'épreuve de l'enfant, cette crise de couple après la grossesse reste encore tabou. C'est vrai qu'on l'évoque peu parce que on fait un enfant, cœur, love, tout va bien, mais en fait, non, pas forcément. Dans l'esprit collectif, l'arrivée d'un enfant est assimilée à un bonheur total, une période pendant laquelle on doit forcément être heureux, donc ça doit forcément aller bien. Et beaucoup de parents ont honte de faire part de leurs difficultés. Et il s'avère qu'hier soir, j'ai fait un cercle de mamans et c'est une des questions qui a été posée. Et le baby clash, on en parle. Et donc oui, en fait, oui, c'est OK, ça arrive à tout le monde et on est à peu près tous passés par là, à des seuils plus ou moins importants, mais en tout cas, on est tous passés par là. L'idée, c'est qu'on vous livre quelques conseils pratiques pour essayer d'y échapper, ou en tout cas d'essayer de surfer sur la vague et de la laisser passer. On n'est pas là pour donner des trucs tout pré-mâchés. Les choses qui ont marché pour nous ou qui ont marché dans notre entourage, ça ne veut pas dire que ça marchera pour vous. Il faut ajuster en fonction de votre contexte, de votre histoire, etc. Bien évidemment. On va plutôt parler d'un couple hétérosexuel. Je pense que c'est un peu différent pour les couples homoparentaux, même s'il y a peut-être des choses qui pourront vous servir. En l'occurrence, nous, on est dans 2 couples hétérosexuels, donc on va parler de ce qu'on connaît, même si je pense que ça pourra servir quand même plus largement. Allez, Lucie, avant d'enchaîner sur la première question, Lucie, je voudrais... ce que tu dis me fait penser... on admet assez volontairement qu'avoir un enfant, c'est un bouleversement pour soi. En tant que femme, maman, je veux dire, ça, tout le monde le sait. Je vais avoir un enfant, ça va tout changer dans ma vie, ça me bouleverse, etc. On admet un peu moins facilement que c'est aussi un bouleversement pour le papa et le coparent. Et on n'admet pas du tout que c'est un bouleversement pour le couple. Et ça, vraiment, on voudrait que la parentalité soit cernée de cœur et que tout le monde soit toujours content. Et parce que c'est un événement heureux d'accueillir un enfant dans son foyer, alors il faudrait que tout soit heureux. Et en fait, si les 2 membres du couple, c'est des bouleversements pour eux, en fait, ça paraît évident que c'est un bouleversement pour le couple. Et le baby clash, c'est vraiment ça, c'est cette période de bouleversement qu'il faut arriver à passer, idéalement, pour retrouver la lumière au fond du tunnel. Merci, c'est vrai que tu as bien raison. Je l'ai noté pendant que tu parlais.
Question pour toi, afin que tu Ouais. commences. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant l'arrivée de votre premier enfant, qui en plus, pour le coup, vous avez eu des jumeaux, donc double peine. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant? Ouais, je crois qu'il y a deux choses que ça m'évoque. La première, c'est que effectivement, j'ai fait coup double. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir des jumeaux. Et dans cette chance, en fait, ce que je veux dire, c'est que en ayant des jumeaux, en sachant que j'étais enceinte de jumeaux, je savais que ce serait la merde. Je veux dire, j'ai pas idéalisé ma maternité, sûrement un peu, mais beaucoup moins que si j'en attendais qu'un, parce que je savais que deux, ce serait très dur à gérer. Donc voilà, je me préparais à quelque chose de compliqué. La deuxième chance que j'ai eue, c'est que je m'entendais très bien avec mes voisins, qui avaient 3 enfants. Et mes voisins, à l'époque, donc eux, ils avaient eu des enfants assez rapidement. Et après le troisième enfant, ben, ils vivaient leur baby clash, en fait, à retardement, mais ils le vivaient sévèrement. Et en fait, ils se faisaient accompagner, ils faisaient une thérapie de couple. Et de savoir ça, que mes voisins m'aient partagé ça en sincérité, en vérité, euh, ça m'a été très utile parce que nous, on n'arrivait pas à avoir des enfants. On a eu nos fils par PMA. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, OK, à défaut de ne pas avoir mes enfants maintenant, je vais en profiter pour construire mon couple. Et je crois que ça, c'est vraiment essentiel. C'est prendre le temps de construire son couple. Alors, un enfant, ça arrive plus ou moins vite, ça dépend de l'histoire de chacun. Si on peut profiter du temps avant bébé pour se construire, c'est important. Et je crois que ce parcours de PMA et d'autres choses qu'on a pu vivre, en fait, nous ont permis de traverser des tempêtes. Et donc, dans notre couple, de voir comment on réagissait face à l'adversité, face à des opinions contraires, etc. Et si tout se passe bien dans votre couple, que c'est l'amour fou, que vous êtes trop content d'avoir un enfant, que c'est vraiment, enfin, jusqu'à présent, c'est à peu près le love to love, eh bien, tant mieux. Félicitations. Euh, attention au baby clash, parce que une première tempête cumulée avec la fatigue de l'arrivée d'un nouveau-né, c'est d'une violence inouïe quand même. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Et c'est pas parce que tout va bien avant que tout va aller après. En fait, on a souvent se dire, bon, on va bien, on s'aime. En fait, non, pas forcément. Moi, ce que j'aurais aimé qu'on me dise, même si j'en ai eu qu'un, enfin, j'ai 2 enfants, mais j'en ai eu qu'un en tout cas, À mais la fin. ouais, qu'un à la fois. Mais on avait déjà un enfant puisque mon mari avait déjà un enfant. Donc déjà, on avait une partie de notre vie de couple, enfin 50% de notre vie de couple qui était déjà avec un enfant. Donc on avait certaines contraintes qu'on a avec des enfants qu'on avait déjà. Donc on avait déjà une petite vision de ce que ça pouvait donner. Voilà, les moments où bah, tu peux pas forcément sortir quand tu veux, il y a un certain rythme, il y a des horaires, etc. Donc c'est vrai que ça, c'était un avantage. Sauf que dans ma vie d'avant, j'avais aussi un conjoint qui avait des enfants. Donc, je pense que j'avais une vision des contraintes que pouvait amener un enfant, même s'ils étaient grands et que ce n'étaient pas des bébés et que j'avais pas ce côté fatigue, etc. Mais j'avais quand même cet avantage. Par contre, moi, ce que j'aurais aimé qu'on me dise, c'est un peu le deuil de la vie d'avant. Et je le dis beaucoup aux mamans. C'est en fait avoir un enfant, on disait ça change soi, ça change le papa, ça change le couple. Et en fait, la vie d'après, avec un enfant, ne sera plus jamais la même. Enfin, en tout cas, c'est ma vision à moi. Hein. Je ne sais pas si tu me diras si tu partages. Mais... Et l'idée de, oui, ça va être comme avant, on va ressortir, on va prendre une nounou, on va partir. En fait, oui, oui, vous pouvez avoir des moments où c'était comme avant, où vous sortez de manière un peu inconsciente, vous allez au cinéma, vous mangez à n'importe quelle heure. Oui, mais c'est un temps, en fait, à un moment donné, la réalité vous rattrape. Euh, et ça ne sera plus jamais comme avant, parce que même quand vous êtes au cinéma, au restaurant, machin, bah, c'est la nounou, vous quand même une part d'inquiétude, où ils sont chez vos parents, et puis il ne faut pas rentrer trop tard. Enfin, c'est jamais comme avant, en fait. Donc, ce truc de on va faire comme avant, non, c'est pas possible. Il faut juste se dire que c'est différent. Ça ne veut pas dire que c'est ni mieux ni moins bien, mais en tout cas, c'est différent. Et essayer de courir, en fait, c'est un peu se dire que ça ne sert à rien de courir après quelque chose qui n'existe plus, en fait. Votre vie à deux n'existe plus. Elle est différente. Et c'est justement l'objet de la conférence, c'est de voir comment je la construis et comment je fais en sorte qu'elle soit tout aussi cool, tout aussi sympa avec d'autres ingrédients. Parce que c'est pas la même recette, quoi. Et je pense, alors du coup, toi, avec ton expérience de belle-mère, je ne sais pas si tu l'as vécu exactement comme ça. Et moi, avec mon expérience de jumeau aussi, c'est un peu différent, mais je vois mes copines qui les ont eu un à la fois.
dans l'ordre, je sais pas, Normal. ouais, normal ou en tout cas courante des enfants. Sur le premier, on arrive à avoir l'illusion d'une vie assez similaire à la vie d'avant, parce que le baby clash, il concerne le premier enfant, mais il ne concerne pas que le premier enfant. Et à partir du deuxième enfant, là, ça devient compliqué. C'est-à-dire que dès qu'on a un enfant, on peut à peu près sortir sous le bras, on se le met en portage. Quand un est fatigué, on peut le filer à l'autre, on peut, je sais pas, filer la poussette, le porte-bébé. Enfin, pourvu que les deux, ils mettent un peu de bonne volonté, on peut essayer de s'organiser. À deux, là, ça commence à être vraiment compliqué. Et moi, qu'en ai trois, là, ils sont en supériorité numérique. Je veux dire, il y a un moment donné, on est obligé de faire avec. Donc, oui, c'est le deuil de la vie d'avant, c'est la naissance d'une nouvelle vie de couple, de soi, de famille. Et ça veut dire revoir les choses. Avant, on aimait sortir le soir et aller prendre boire un coup dans un bar. Et ben maintenant, on adore faire le goûter avec les copains et se faire des gâteaux. En fait, on revoit nos priorités, enfin, pas nos priorités, on revoit notre façon d'interpréter nos priorités. C'est-à-dire que nos priorités, c'est toujours d'être heureux, nos priorités, c'est toujours d'avoir une vie personnelle, familiale, professionnelle, épanouissante. Juste, ça se concrétise d'une manière différente. Ouais, clairement. Clairement, c'est ça, c'est... Faut ajuster, mettre des nouveaux ingrédients, vraiment, c'est... Et justement, il y a une des mamans du cercle hier soir qui disait, oui, on pense à faire le deuxième, etc. Et je disais, moi, tu vois, on était dans qu'est-ce qu'on aurait aimé qu'on me dise. Le premier, franchement, ça a été facile. Moi, comme tu disais, je partais, nos problèmes, quoi. Je prenais l'avion, je partais avec une semaine, enfin, pas de problème. Franchement, je me dis, j'ai vraiment géré. Le deuxième, nous, on a une semaine sur deux, on en a trois, donc pareil, on est comme toi en infériorité numérique. Mais même les semaines où on a deux, en fait, quand on a deux, il y en a un pour chaque enfant. Et surtout quand ils sont petits, là, elle va arriver aux 2 ans, donc on commence à avoir des moments où un adulte peut gérer les deux enfants. Mais bon, on y va doucement. Mais sinon, tu es tout le temps avec un enfant, donc en fait, tu te croises. Et en fait, le temps de couple est tout petit. Et en fait, c'est ça, c'est dur. Et je trouve que nous, on l'a remarqué. On a fait le choix de ne pas faire garder rapidement nos enfants le soir, le week-end. Donc, c'est vrai qu'on a eu 18 mois où clairement, on n'a pas eu de temps à deux, à part le soir quand ils dormaient, mais ce n'est pas du temps à deux où tu es déconnecté. Et là, maintenant, on sent qu'on en a besoin et on met en place. Mais c'est quand même chaud le rythme avec plus d'un enfant. Vraiment, ça, je trouve, comme tu disais, c'est pas parce qu'il y en a eu un et que ça s'est bien passé que le deuxième, ça va passer en glisse, quoi. Et avec mon mari, tu vois, quand on a eu nos jumeaux, on a eu une période vraiment très compliquée pour tous les deux. Et un jour, j'ai eu une sorte je sais pas, de lumière en moi, un peu à retardement. Et je me suis dit, en fait, avant, on était un couple. Maintenant, on est des parents, mais on n'est pas encore un couple de parents. Mm. Et ces trois étapes, pour moi, elles ont été importantes. Et pour moi, genre, le compteur, il est remis à zéro à chaque fois qu'on a un enfant. Ouais. Oui, parce Donc, que c'est pas les mêmes parents, donc ça semble logique. ouais. Enfin, t'es pas le même couple, t'es pas les mêmes parents. Parents de Oui, 1 et parents de 3, c'est pas pareil, quoi. oui, et puis il y a la grossesse. Enfin, moi, je kiffe pas du tout être enceinte, ça me fatigue beaucoup, donc c'est très compliqué à gérer. Il y a le postpartum qui est aussi compliqué. Il y a la maladie qui peut s'inviter, des hospitalisations, enfin, il y a plein de choses, même juste le quotidien, juste un réveil la nuit pour remettre une tétine. Juste ça, si ça se répète trop dans la semaine, bah, c'est vraiment fatigant. Et du coup, avant de recommencer à redevenir un couple, et du coup, un couple de parents, ça prend du temps, quoi. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait, d'après toi, conseiller aux futurs parents ou aux tout jeunes parents là, qui viennent d'atterrir sur ce sujet-là? Alors, moi, je dirais, donc un peu ce que tu disais tout à l'heure, il ne faut pas se séparer pendant la première année. Moi, je le formulerai un peu autrement. Il ne faut pas prendre de décision sur le coup de l'émotion. C'est l'adage un peu vieillot de dire on ne s'endort pas fâché. Bon, on a le droit de s'endormir en désaccord, mais avec mon mari, on essaye de, même quand on est fâché, quand on sait que c'est tendu, au moment de se coucher, de se dire, bon, hein, je t'aime quand même, hein. Enfin, tu vois, c'est la merde, tu me gonfles, mais bon, je t'aime quand même, quoi. Hein? Allez.
On en reparle demain. Et donc déjà, ne pas prendre de décision sur le coup de l'émotion parce que, alors là, Lucille, tu sauras l'expliquer beaucoup mieux que moi, mais d'un point de vue neuroscientifique, il me semble, ça va te faire kiffer que je cite les neurosciences. Grave. Ah putain, je kiffe. En fait, c'est le chemin le plus court, le chemin du danger dans ton cerveau, et du coup, c'est la mauvaise décision. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas se séparer. Je veux dire, il y a des personnalités et de la maltraitance qui peut se révéler dans ces moments-là, et c'est important de fuir ça. Je dis juste qu'il faut bien discerner. Est-ce que je réagis comme ça et je le supporte plus, ou je prends très mal ce qu'il me dit, ou il est particulièrement fatigué, enfin, tout ça, est-ce que c'est lié à vraiment une émotion très temporaire ou est-ce que c'est quelque chose en fait de très profond, de très ancré? Donc pour moi, ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'en fait, quand on va mal, quand on va pas bien, donc on parle de baby clash, mais en fait le baby clash est aussi très lié à la dépression du postpartum ou au mal-être en postpartum sans forcément aller jusqu'à la dépression. Quand on va pas bien, on a du mal à voir que l'autre aussi potentiellement ne va pas bien. Pendant l'année qui a suivi la naissance de nos jumeaux, moi j'ai fait une dépression du postpartum, j'allais vraiment pas bien, mais vraiment pas bien, et j'attendais des choses de mon conjoint qu'il n'était pas capable de me donner, en fait. Et ça, je ne le comprenais pas. C'est-à-dire que c'était moi. Alors, j'ai cumulé. J'ai eu un parcours PMA, des jumeaux, le chômage, pas de mat de garde et un projet professionnel qui a échoué. On était sur une bonne année de la réussite. J'avais vraiment tous les composants pour être bien. Alors, en plus, on a donc des jumeaux en Île-de-France en bossant plus de 10 heures par jour chacun. Je crois que statistiquement, on n'est pas fait pour rester ensemble. Mais en fait, j'allais vraiment pas bien et je comprenais pas pourquoi mon mari n'était pas capable de répondre à ce que je lui demandais. Pourquoi il pouvait pas juste faire ça, quoi. Enfin, je lui demande pas grand-chose, juste de faire ça. Ah, c'est un homme. Alors, au-delà de ça, en fait, il pouvait pas parce qu'il allait pas bien. Et moi, j'étais tellement mal que j'étais incapable de voir qu'il allait pas bien. Et du jour où je me suis dit, ah, mais en fait, lui aussi, il va pas bien. Lui aussi, ça tourne pas rond. Lui aussi, il n'est pas heureux. Mais en fait, il a peut-être besoin de moi. Je lui disais, bah, moi, je passe toute ma journée à m'occuper des autres, à m'occuper de nos enfants. Et qui s'occupe de moi? Je me sens seule. Personne n'a d'attention pour moi. Personne ne m'appelle. Personne ne prend des nouvelles, etc. Et toi, quand tu rentres, tu t'occupes pas de moi non plus. Mais en fait, en disant ça, je ne me rendais pas compte qu'il n'y a personne qui s'occupe de lui non plus. Mm. Et je ne parle pas de juste lui préparer son repas. Enfin, tu vois, on est vachement plus ancré que ça. Il vaut mieux ne pas préparer à manger et vraiment s'occuper de l'autre, vraiment prêter de l'attention à l'autre. Donc, moi, je crois qu'une des clés, c'est de se dire, en fait, je vais m'occuper de toi et tu vas t'occuper de moi. Il faut que les deux soient vraiment bien dedans pour pas que ce soit unilatéral. Mais je crois que pour éviter de se noyer dans ses propres émotions, eh bien, d'aller chercher à conforter l'autre, ça nous fait du bien à nous. Ça nous fait du bien à notre cœur aussi à nous. Donc, ça nous sert nous-mêmes. Et du coup, ça aide l'autre aussi à prendre soin de nous. Et du coup, on est dans un cercle vertueux. On n'est pas deux êtres individuels en train d'essayer d'aller mieux. On est vraiment un couple en train d'essayer de se porter mutuellement. Et ça, c'est, je trouve, assez important. J'entends. J'ai noté ta phrase, il ne pouvait pas répondre à mes besoins car il n'allait pas bien. J'aime beaucoup. Ouais. Et en fait, c'est hyper dur quand on va pas bien. Alors, j'ai une prof de français en première qui disait ça. Elle ne se reconnaîtra pas parce que je ne me rappelle pas de son nom et elle ne se rappellera pas de moi. Mais elle disait, on est toujours seul dans la souffrance. Je n'ai pas retenu grand-chose de mes cours de français, mais j'ai retenu ça. On est toujours seul dans la souffrance. Et je trouve que c'est tellement juste. On est toujours seul quand on va mal, peu importe le nombre de personnes qui nous entourent. Peu importe le nombre de personnes qui sont là pour nous, peu importe le nombre de personnes qui s'occupent de nous, on souffre seul. Je veux dire, on souffre dans notre corps, dans notre cœur, dans notre chair. Et il faut, à un moment donné, pouvoir se dire, allez, je veux sortir de ça. Je veux aller à la rencontre de l'autre.
Sinon, on ne peut pas aller mieux. On ne peut pas se guérir toute seule. On n'est pas des superwomen, des superman. On a besoin de l'autre. Et donc, il faut vraiment sortir de ça. Il faut entendre la souffrance de l'autre, aller soigner la souffrance de l'autre. En soignant la souffrance de l'autre, on se soigne soi-même. Et du coup, l'autre est en capacité aussi de nous soigner. Et donc de se soigner. Hyper intéressant. Et pour compléter sur cette histoire de il ne pouvait pas répondre à mes besoins car il n'allait pas bien, il y a ça. Et il y a aussi que parfois aussi les conjoints, que ce soit d'un sexe ou d'un autre, que ce soit la maman ou le papa, ne comprennent pas forcément le besoin de l'autre. Je vais vous donner un exemple personnel pour comprendre. J'ai eu une première césarienne pour mon fils en plus en urgence. Je pense que je l'ai très... Je sais pas, je l'ai très mal vécu. Et quand je suis retombée enceinte, j'ai passé mon premier trimestre de grossesse à pleurer. Et mon mari ne comprenait pas. Oui, mais on voulait un bébé, on est content. Et en fait, moi, j'avais une telle angoisse d'avoir une deuxième césarienne qu'en fait, c'était presque, c'est pas que j'étais pas contente d'être enceinte, mais j'avais tellement peur que c'est très dur. Et lui était, bah voilà, t'as une césarienne, ok, mais le bébé va bien. Voilà, c'est la phrase classique qu'on adore. Bah ouais, ok, le bébé va bien, mais moi, je ne vais pas bien. Et en fait, il a réussi à comprendre les émotions qui étaient derrière cette césarienne grâce à un accompagnement, parce qu'on a pris, en l'occurrence, une doula, mais ça aurait pu être un psy, un thérapeute, on s'en fiche, mais en tout cas, cette doula a réussi à lui mettre les mots et à lui faire comprendre qu'il n'avait pas besoin de faire quelque chose face à ma tristesse, mais juste de l'entendre. Et en fait, c'est un peu l'exemple qu'on prend avec les bébés, c'est vous n'avez pas besoin de faire taire votre bébé. Vous avez juste à accueillir le fait que là, bah, il a besoin de pleurer, en fait. Et c'est hyper compliqué de voir quelqu'un pleurer et de se sentir un peu impuissant. Mais là, c'est vraiment ce que je lui demandais. Il ne pouvait rien faire. De toute façon, j'avais une césarienne, c'était comme ça. On ne pouvait pas changer ce qui avait été fait. Mais c'est aussi dire nos besoins, dire ce dont on a envie et le verbaliser autrement qu'en agressant, en s'énervant, parce que bah, quand on est fatigué, ça part vite quand même. Donc, je pense que le point sur parler de nos besoins et de nos envies et de nos émotions, et puis que l'autre fasse un travail sur l'écoute, parce que c'est pas évident. Et en fait, ce que j'entends dans ce que tu dis aussi, c'est révélateur de deux modes de fonctionnement différents. Ça me fait penser à une conversation que j'ai eue avec une amie qui s'appelle Camille. Où Camille, un jour, je l'appelle et elle me dit je suis fatiguée, j'ai mal à la tête. Et je lui demande, ah bon, et qu'est-ce qui se passe? Et donc, on en parle. Et puis, elle se met à me dire, ouais, avec mon mec, là, il comprend pas, ça va pas. Enfin, rien de grave, hein, juste le quotidien. Et je lui dis, ah, il t'a proposé un Doliprane. Et donc, on rigole. Et en fait, c'est ces deux modes de fonctionnement où on s'est retrouvés toutes les deux. Moi, quand je dis à mon mari que j'ai mal à la tête, il me dit, t'as bu de l'eau? T'as pris un Doliprane? Euh, et en fait, je veux pas ça. Ça n'est pas la réponse à ma question. Ça n'est pas D'ailleurs, ça n'est pas une question. Ça n'est pas l'attente que j'ai face à cette phrase-là. Moi, j'ai besoin qu'ils me disent, ah bon, mais qu'est-ce qui se passe? Et comment ça va? En quoi puis-je t'aider? Est-ce que tu veux en parler? Pas, est-ce que tu veux un Doliprane? Et lui, il comprend pas. Parce que je lui dis que j'ai mal à la tête. Donc pourquoi je prendrais pas un Doliprane? Enfin, un Doliprane, ça le guérit les mal de tête, quoi. Qu'est-ce que je fais? Je déconne complètement. J'ai envie de rester comme ça, ou quoi? Et en fait, alors je sais pas si c'est masculin, je sais pas si c'est coparent, j'en sais rien. Mais ces modes de fonctionnement très différents sont, je trouve, importants à identifier. Si tu as mal à la tête et que tu dis à ton mec et qu'il te répond tu veux un Doliprane, tu veux boire de l'eau, eh ben souris dans ta tête, dis-toi, ah, je l'ai entendu, je sais que je ne suis pas la seule. Ouais. Et du coup, essaye de lui expliquer, parce qu'en fait, lui, il veut bien faire, il veut t'aider, mais il apporte juste pas la réponse que tu attends, quoi. C'est ça. Je sais pas si tu as la même réponse avec le tien, mais... Oui, après, je me reconnais dans les deux. Ça, je pense que ça dépend aussi des moments Ouais, de la vie, de la journée. c'est vrai. J'ai tendance à dire, t'as pas bu d'eau, voilà, toi, je te l'avais dit. Mais j'entends l'autre parce que moi, quand j'ai ma tête, je n'ai pas envie de prendre un Doliprane. Donc, Ouais. on avait prévu, mais je ne sais pas si c'est opportun, mais on va juste faire une toute petite parenthèse sur le burn-out. Le burn-out parental ou au travail, en tout cas, on va rester autour du parent, ça existe. Il y a enfin, les femmes et les hommes sont concernés. Il faut savoir qu'il y a une forte prévalence chez les femmes pour plusieurs raisons, mais notamment parce qu'elles ont un seuil où elles tombent en burn-out qui est plus
plus élevée et qu'elles portent de toute façon plus de charges. Donc, il y a une forte prévalence. Je n'ai pas les chiffres là sous les mains, mais en tout cas, c'est vraiment, c'est pas un effet de mode, ça existe vraiment et il faut le surveiller. C'est comme la dépression du postpartum, c'est des choses... il ne faut pas attendre d'être au bord de la falaise pour voir quelqu'un. Et il y a 1001 métiers d'accompagnement qui peuvent vous aider, sans forcément parler d'un psy. Il y a des choses qui peuvent vous aider, ne serait-ce que prendre du temps pour vous. Et justement, ça va être l'objet de la conclusion, c'est de se dire, on va vous livrer plein de choses vraiment pratico-pratiques pour avancer, je pense, en couple, en étant un peu plus serein et tenter de passer cette vague. On l'a un petit peu dit, mais je pense qu'un des premiers points, c'est se préparer. Se préparer à un changement, en parler avant. Voilà, ce genre de sommet est vraiment là pour ça. Et c'est mieux si ce n'est pas que maman qui regarde les conférences, parce que vous serez moins en position de moi, je sais et je vais te transmettre le savoir. Donc, si vous pouvez, je sais pas, sélectionner des extraits, choisir une ou deux confs que vous voulez lui montrer pour l'impliquer, je pense que c'est hyper important qu'il soit autant concerné par le sujet que vous. Et se dire, comme on disait, que il y avait le temps du couple à deux, et là, on va devenir une famille, et c'est différent, et chaque enfant va, comme tu disais, rebattre les cartes. Donc, on parle de l'éducation, on parle des changements, on parle du rythme, on parle de la charge, on parle des choses qu'on ne pourra pas faire tout de suite. Mais c'est important, j'ai pas mal de mamans qui me disent ouais, moi, je suis pour une éducation plutôt bienveillante, positive, où j'écoute mon enfant. Donc oui, c'est dur, mais je sais et je suis convaincue de pourquoi je le fais. Et un papa qui va plutôt être dans la répétition de schémas qu'il a vécu avec des choses un peu plus traditionnelles / violentes. Et voilà, forcément, ça fait des étincelles parce que on n'est pas d'accord sur l'accompagnement des enfants. Donc, il faut en parler avant, il faut se trouver un terrain de discussion. Moi, je préciserais que je trouve qu'il faut en parler avant, trouver des terrains d'entente sur ce qui est important. C'est-à-dire que j'ai aussi vu des couples qui se disaient ah, mais attends, moi, je ne sais pas si vraiment ça va le faire, ça va être compliqué parce que tu vois, moi, je suis pour la tétine et lui est contre la tétine, ou inversement. En fait, on s'en fout. Enfin, peut-être pas Lucille, mais en fait, à l'échelle de ce qu'est une vie, à l'échelle de ce que c'est que de donner la vie, d'avoir la responsabilité d'une nouvelle vie dans son foyer, il y a des sujets sur lesquels ça ne vaut pas le coup de se prendre la tête. Et il y a des sujets sur lesquels on se prend la tête avant que bébé arrive. Et quand le bébé est là, en fait, juste ça coule de source. Donc, c'est aussi compliqué de savoir à l'avance quel parent on sera. C'est compliqué pour le conjoint qui n'a pas porté l'enfant de savoir encore plus quel parent il sera. Donc, c'est important de mettre les grandes lignes au clair. Maintenant, je trouve que le plus important, c'est d'arriver à comprendre comment on passe les tempêtes ensemble. Et après, les sujets bébés, vraiment, est-ce qu'on met des couches jetables, pas jetables, tétine, pas tétine, allaitement, pas allaitement, on verra ça plus tard. Franchement, on verra quand on sera devant. Oui, parce que comme tu dis, on ne sait pas qui on va être. Moi, clairement, avant d'avoir un enfant, je me disais, non, mais je vais avoir la même vie, je vais sortir, je vais partir en week-end, je laisserai les enfants, on va profiter. Et en fait, première nuit qu'on a passée à deux après avoir eu notre fils, il avait 2 ans. Donc, on était très loin de ce que j'avais imaginé. Si on avait dû... Donc, je pense que c'est se préparer et puis surtout en parler, enfantiller tout le temps, en fait, parce que voilà. Et par rapport à la tétine, oui, je ne suis pas forcément hyper favorable à ce sujet. Vu que tu as abordé, on va aller au bout. Il faut savoir que j'avais des tétines quand j'ai eu mon fils parce que j'avais une amie qui travaillait chez MAM et donc on avait été bien accompagnés par MAM. Et mon mari a essayé de mettre plusieurs fois la tétine dans la bouche de notre fils quand il pleurait, quand c'est lui qui s'en occupait, etc. Mon fils l'a toujours recraché. J'avoue que j'étais très contente. Mais tout ça pour dire que oui, ça n'aurait pas été très grave si la tétine avait été induite par lui, ça aurait été comme ça. Je l'aurais enlevé 3 jours après, et puis voilà, c'était réglé. Ouais, et puis, tu vois, moi,
j'ai pas eu de tétine en grandissant, j'ai toujours entendu des choses assez négatives sur la tétine. Et donc, j'avais pas acheté de tétine pour la maternité. Et il m'aura fallu en tout et pour tout à peu près 24 heures avant que je hurle sur mon mari. Va acheter des tétines à la pharmacie. Donc, euh, lui s'en foutait, il a fait. Je veux dire, tant que nos enfants étaient en bonne santé, ça lui était complètement égal, même si effectivement l'origine n'était pas non plus très favorable. Bah voilà, on se réajuste et même sur les sujets sur lesquels on était d'accord avant, on peut changer d'avis après et c'est OK, quoi. Et donc, c'est le point d'après, c'est on a chacun des curseurs. C'est ce que je disais, certaines vont vouloir repartir en week-end au premier trimestre, d'autres, ça va être au bout de 2 ans et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Chacun son curseur, mais l'idée, c'est quand même d'être plutôt en phase à deux. Si vous êtes contre le cododo, mais que votre mari veut dormir avec le bébé et qu'au bout d'1 an, lui, il est toujours très bien avec l'enfant dans la chambre et que vous en pouvez plus parce que ça vous gêne, bah, là, c'est compliqué en fait. D'où l'intérêt de s'ajuster en marchant et d'avoir des temps où on peut discuter de ces sujets un peu de fond, quitte à se faire accompagner pour ces discussions, pour pas que ça devienne, si vous sentez que ces discussions qui sont trop lourdes, qu'il y a trop d'émotions derrière, bah, allez voir quelqu'un qui va peut-être vous aider. On parle de médiation, on a parlé de médiation dans le sommet, mais un thérapeute peut aussi faire l'intermédiaire voilà, pour essayer de trouver un juste milieu qui vous accompagnera. Mais on peut tenter quand même à deux. Le point d'après, c'était toi. Ouais, du coup, ça fait lien avec un peu la suite, c'est comprendre pourquoi est-ce qu'il y a des sujets qui nous tiennent tant à cœur. Comprendre pourquoi est-ce qu'on réagit comme ça, qu'est-ce que j'ai pris volontairement et involontairement de l'éducation que j'ai reçue, comment je me suis construit en opposition avec ce que j'ai vécu ou à l'inverse, comment je me suis construit dans la lignée de ce que j'ai vécu. Je trouve que c'est hyper important d'arriver à faire ce chemin-là. Par exemple, pour moi, les traditions sont importantes. C'est un sujet auquel je suis sensible. Clairement, c'est un héritage familial. Et quand des fois, je dis à mon mari, mais pourquoi tu as fait ça? C'est pas comme ça que ça se fait. Sa réaction, c'est ah bon, mais quel est le sens de ça? Et ça me gonfle. Je n'ai pas besoin de sens. J'ai besoin de faire comme ça. Donc, il y a des sujets sur lesquels je suis désolée, je m'en fiche qu'il y ait du sens ou pas du sens, je veux que ce soit comme ça. Et si toi, ça t'embête pas, viens pas me chercher là-dessus et on fait comme ça. À l'inverse, si toi, ça te gêne et que moi, je veux que ce soit comme ça, mais je ne sais pas expliquer pourquoi ou comment, peut-être qu'il faut que je réfléchisse à est-ce que vraiment ça vaut le coup là-dessus de me battre? Est-ce que vraiment c'est intéressant de garder ce point-là? Et pour continuer sur ce que tu disais de se faire accompagner, donc toujours dans cette idée d'introspection, il y a des sujets qui sont très graves, qui sont à aborder en couple, qui arrivent quand on a un enfant ou qui peuvent arriver aussi si on est marié pendant la préparation au mariage, pendant la préparation du mariage. Un des conseils qu'on nous a donné, nous, dans les phases vraiment hard, c'est d'arrêter de parler de ce sujet-là quand on n'est que tous les deux et de n'en parler qu'en présence d'un tiers. Alors nous, c'était un tiers ami, neutre, je précise, et qui n'a pas transposé sa vie sur la nôtre, mais c'était un tiers qui nous a permis de dire, OK, ça, on sait que c'est irréconciliable pour l'instant. On sait que c'est très douloureux de toutes parts, que c'est vraiment un choc profond, et donc il ne faudra en parler qu'en présence de cette personne-là, parce que cette personne-là, elle nous aidera à faire le tri dans nos émotions. Et quand tu dis très grave, tu penses à quoi comme sujet qui est très compliqué? Ça peut être la place des grands-parents dans l'équation, ça peut être la façon de... Bon, du coup, je me trahis un peu sur le sujet qu'on avait nous, mais les sujets graves... Mais c'est bon, t'as donné un exemple, c'est tout. Ouais, non, difficile à dire. J'essaye de ça peut être, est-ce que j'en veux un ou plusieurs? Et on n'est pas d'accord, ou on a changé d'avis, ou il y en a un des deux qui a changé d'avis. Ça peut être la religion. La religion, ça peut être un sujet important de désaccord. Est-ce qu'on veut le faire grandir dans une religion, ou pas de religion, ou on n'est pas d'accord, ou juste est-ce qu'on veut le faire baptiser ou pas? Enfin, il y a plein de points de friction potentiellement dans un couple mixte.
Voilà. Comme ça, je n'ai pas plus d'exemples, mais je suis sûre que ça parlera. Oui, ok. Il reste quelques petits points. Prendre du temps seul. Alors, c'est compliqué quand on en a plus qu'un d'enfant, mais c'est hyper important. Et si c'est pas en dehors de leur temps de garde, ça peut être pendant leur temps de garde, quand ils sont chez la nounou. Et puis, si vous n'en avez pas, bah, trouver de l'aide. Mais en tout cas, c'est important d'avoir du temps où on se retrouve aussi un peu soi avec soi-même, en dehors du travail, des courses et de Carrefour, on est bien d'accord. Avoir du temps à deux, et ça, c'est ce que j'ai, c'est par contre, chacun son curseur. Il n'y a pas de il faut absolument que vous sortiez dès le premier trimestre. Non, 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 bah non. Si vous n'avez pas envie, si la soirée Netflix, quand bébé dort, ça vous convient, bah, restez comme ça. Et ça se trouve, l'envie de partir en week-end viendra, il aura 3 ans. Et si vous êtes très bien, c'est très bien. En fait. Il n'y a pas de bonne solution, il n'y a que votre solution, mais en tout cas, essayez de vous écouter tous les deux. Se faire aider. Et je pense qu'on en a beaucoup parlé dans la première journée autour du postpartum, mais vraiment, 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 demander des choses aux gens. Si vous avez des noms, bah, c'est pas très grave, mais soyez précis. On expliquait, par exemple, lundi pour pas lundi, mardi pour les gens qui n'étaient pas là, mais souvent l'entourage, bah, si tu as besoin d'aide, dis-moi. Et si vous n'êtes pas à dire j'ai besoin que tu fasses ça, bah, les gens, et cette parole, elle est pas en l'air, mais pour le coup, ils ne savent pas vraiment comment vous aider. Alors que si vous appelez votre grand-mère qui fait à manger tous les jours parce que bah, il faut qu'elle nourrisse grand-père, et que vous lui dites bah, mamie, là, pendant 3 semaines, quand tu fais ton bœuf bourguignon, bah, tu fais 2 parts de plus et tu me les mets au congèle, elle sera ravie, ça ne changera pas sa vie, et pour le coup, vous, ça va beaucoup vous aider. Donc, demandez de l'aide en fait aux gens, mais je pense qu'il faut essayer d'être précis sur les compétences des gens. Évidemment, ne lui demandez pas de faire un bourguignon si elle est végétarienne, ça ne va pas marcher. N'est-ce Ça peut pas? être drôle. Hein? Ça peut être drôle. Oui, tu peux lui faire avec du 7 ans, mais je suis pas sûre que la personne kiffe. On essayera si tu veux, parce que moi je suis végétarienne et pas elle. Pas elle. Moi, je ferais mon bœuf bourguignon normal. Après, la phrase d'après que j'avais mis dans notre préparation, c'était lui mettre le nez dans le caca. Personnellement, avant qu'il s'occupe de notre fils tout seul, sur un temps qui était plus que 15 minutes, il ne se rendait pas compte de la charge. Et c'est au moment où je me suis dit, bon, allez, il faut vraiment qu'ils comprennent que en fait, la journée, je ne peux pas faire le ménage, faire à manger, faire les courses, faire le linge, faire l'aspirateur. Là, je ne peux pas, en fait, je m'occupe de notre bébé et je fais quasiment que ça. Et en fait, je trouve que c'est compliqué et on en avait parlé avec la fondatrice de May lors d'un podcast. On avait dit, bah ouais, en fait, on a tendance à faire à leur place souvent parce que nous, on fait mieux. Et c'est pas forcément que eux ne prennent pas leur place, c'est que parfois on ne leur laisse pas la place. Il y a les deux, mais en tout cas, il y a quand même une grosse prévalence de femmes qui ne laissent pas la place. Et en fait, je pense que leur laisser la place, même si c'est pas fait comme on voulait, comme on dit tout à l'heure, même si il n'a pas fait ci, fait ça, nettoyé le visage comme il fallait, coiffé. Enfin, je repense à ce matin, il coiffe ma fille, mais il fait pas l'arrêt comme il faut avec le crayon, enfin avec un truc qu'on a acheté pour faire l'arrêt droite. Moi, je vois ma fille descendre comme ça m'énerve. Mais je me dis, bon, elle est coiffée, c'est pas très grave. Je vais recoiffer avant qu'elle parte. Mais en tout cas, si j'avais pas été là et qu'elle était partie comme ça, c'était pas très grave. Mais je pense qu'il faut les laisser un peu le nez dans le caca. Allez, il faut faire un petit moment seul, aller à la manucure, aller faire les magasins, aller en forêt, aller faire du vélo. Faites un truc pour vous et laissez-le un peu se démerder. Ouais, je doublerais de ça parce que on pourrait croire dans leur laisser le nez dans le caca que en fait ils veulent pas faire, ils rechignent et donc effectivement souvent on leur laisse pas la place. Moi je dirais qu'en fait il faut leur faire confiance, il faut se faire confiance et leur faire confiance. En ce moment je bosse beaucoup, on a 3 enfants et ben le nombre de soirées que mon mari passe avec les 3. Au début, on a tendance à se dire ah non mais il faut que je sois là parce que moi je sais combien c'est dur de s'occuper des 3, donc bah, je peux pas lui faire vivre ça. Moi je le vis mal donc quand je suis toute seule avec les 3 donc je peux pas lui faire vivre ça. Mais en fait si vous pouvez et en fait vous devez. D'abord parce que en tant que papa ou coparent, il a besoin de construire sa place aussi individuellement auprès des enfants. Donc, c'est hyper important. Et aussi parce qu'il faut le laisser libre de faire ce qu'il veut et il s'en sortira très bien. Et quand je dis il s'en sortira très bien, ça veut dire tant que vous retrouvez vos enfants en vie après, c'est très bien. On s'en fiche de comment ils sont coiffés, comment ils sont habillés. Enfin, moi, je trouve ça drôle. La nourrice, c'est très bien quand c'est mon mari qui l'habille le matin ou quand c'est moi. Mais
ça fait marrer tout le monde. Ça n'a aucune incidence sur la joie de vivre de nos enfants, sur l'amour de nos enfants, sur le bien-être et le bon développement de nos enfants. Et au contraire, eux sont très contents d'avoir des moments seuls avec leur papa. Et du coup, le papa est très fier de lui quand il a su gérer, quand il a pu gérer, quand il a fait régulièrement, à la fois de s'être occupé de ses enfants, d'avoir développé un lien avec eux et d'être venu en relais pour moi, en fait. Ouais, carrément. Répartir la charge, c'est un point que j'ai abordé hier lors du cercle, c'est se dire que souvent, pendant le congé maternité qui est plus long, on a pris un peu plus de charge potentiellement. Potentiellement, on a pris un peu plus de charge, notamment à la maison, parce qu'on est à la maison, qu'on va faire les machines, parce que voilà, entre deux tétés, on y arrive, qu'on va gérer plus les repas, etc. Et souvent, cette charge, elle reste sur la même personne malgré la reprise du travail. Et en fait, c'est vraiment autant on prépare son accouchement, on prépare son postpartum, mais on prépare sa reprise dans le sens que quand on va reprendre, on répartit. Et il y a eu de toute façon, il y a eu hier, une conférence sur la reprise du travail qui a été faite par le cabinet Essence, qui vous a donné plein de conseils. Et c'était un des points, c'était se dire, on fait le point en fait avant de reprendre et c'est pas, on verra. Non, non, on verra pas. On a des responsabilités chacun et je reprends le boulot, donc bah, je peux plus gérer les machines la journée. Quoi. Enfin, clairement, c'est plus possible. Et c'est encore plus fort avec le télétravail. Ouais. Le piège, c'est effectivement quand on est en congé maternité, qu'on gère bébé, on a quand même des petits temps de creux pendant une sieste de 20 minutes, par exemple. Ça laisse le temps de lancer le lave-vaisselle. Voilà. Et le risque, c'est que quand on reprend le travail, l'autre ne reprenne pas cette habitude parce que du coup, pendant le congé maternité, il a potentiellement aussi pris l'habitude de travailler plus ou d'être un peu, enfin, de faire d'autres choses. Et quand on reprend le travail et qu'on est en télétravail partiellement ou totalement, eh ben, le risque, c'est de se dire ah bah, la table va pas se débarrasser toute seule, etc. Et alors, vous ne le voyez pas parce que j'ai bien mis mon ordinateur dans le bon sens, mais face à moi, j'ai la table du petit-déj. C'est un bazar monstre, mais c'est OK. Et un jour, il a quand même fallu que je dise à mon mari, en fait, tu vois, tous les soirs, quand tu me dis ah bah tiens, c'est toujours pas rangé ça, j'ai envie de te rentrer dedans parce que, en fait, c'est ma journée de travail, c'est pas ma journée de ménage. Donc, bah, je travaille. Et à partir de maintenant, à telle heure, je, je passe ma carte toute seule chez moi en télétravail et je dis stop, maintenant je télétravaille. Peu importe ce qu'il y a comme bazar autour de moi, je fais abstraction, je me mets face au mur et je bosse. Et ça, on verra plus tard. Oui, c'est important, surtout quand on est indépendant et qu'on est beaucoup à la maison. Les deux derniers points, c'est la déconnexion parentale, partir toute seule ou avec des copines et ne plus avoir cette charge parentale. Je vais vous partager un truc. Je suis partie au mois de juin l'année dernière pendant 4 nuits. J'avais jamais laissé ma fille une seule nuit, donc c'était assez particulier. Le papa a évidemment pris le relais avec brio. Je n'ai pas vu comment ils étaient habillés ni coiffés, mais bon, c'était quand même avec brio. Et c'était assez drôle parce que je suis partie dans un séminaire et tout le monde disait oh là là, le rythme du séminaire, qu'est-ce que c'est intense, oh là là, le rythme, c'est intense, tout ça. Et moi, j'avais une patate parce que déjà, je dormais, ce qui était incroyable, et qu'en plus, je n'avais que ma gueule à m'occuper. Et c'est vrai que bah, on n'a pas il faut que je prépare le repas, il y a le goûter, il faut que je fasse un petit jeu avec lui, il faut que je fasse un. Mais en fait, je ne m'occupais que de moi et donc j'avais une puissance de frappe, c'était assez incroyable. Personne ne comprenait pourquoi je suis dans cet état-là. Mais partez, en fait, partez. Pareil, c'est quand vous avez le curseur qui est pour vous, c'est le bon moment. Mais en tout cas, franchement, faites-le. Testez une fois, une journée, 2 jours, et après, vous allez vraiment, vraiment y prendre goût. C'est vraiment trop bon. Et nous, le tips qu'on a fait au début, et on continue de le faire quand on n'était pas encore assez serein sur le fait de laisser nos enfants le soir. Au niveau de l'endormissement, c'était pour nous pas OK. Et on n'avait pas de nounou et puis pas beaucoup d'aide au niveau de la famille. C'était de se dire, bah, la journée, notre fille était à l'école, notre fille était chez la nounou. Donc là, on était serein. Bah, en fait, on s'est pris la journée pour profiter ensemble puisque la soirée, c'était encore trop compliqué. Et cette journée par trimestre est restée. Et ça fait vraiment du bien. On part, bah, on va à Paris, on va au ciné, on va au resto, on va se faire un spa. Bref, pas forcément des trucs de fou. Parfois, on reste aussi à la maison et juste on kiffe. Le problème de rester à la maison, c'est qu'on a tendance à faire des trucs dans la maison. Et
voilà, l'idée, c'est de passer du temps à deux, pas de tendre des machines et de se mettre à jour dans le linge. Donc, on essaye souvent de fuir. Mais en tout cas, cette journée par trimestre, elle nous vient vraiment nous... voilà, j'ai la jauge là qui remonte et après, je suis au taquet pour affronter le trimestre qui va venir. Et on essaye de Juste faire ça pour, ouais, avant les vacances. juste pour bien préciser, enfin, je sais pas si tout le monde a compris, mais en fait, vous posez une journée. Genre, c'est vraiment, vous prenez un de vos RTT et vous posez la journée d'un point de vue professionnel pour vous consacrer sur votre couple. Je trouve ça vraiment assez top. J'ai pas la chance avec le métier de mon mari de pouvoir faire ça. Mais c'est un beau cadeau de se faire. Et effectivement, on a tendance à se dire, bah, j'ai moins de congés que mes enfants, eux, ils ont plus de vacances scolaires, et du coup, bah, on va quand même pas partir à faire des trucs sans eux. Bah, en fait, si. Si, pas de problème. Vraiment, c'est important. Et on organise une fois sur deux, l'un ou l'autre, pour aussi se faire une surprise. Et ça, c'est les trucs que j'ai notés là qui me sont venus. On se fait des petites attentions. Alors, c'est pas forcément des cadeaux, mais là, ce qui me vient comme idée, il va me ramener un thé que j'aime bien, qu'il a acheté parce il travaille au centre de Paris, donc il y a plein de magasins autour. Il va m'acheter le livre de mon auteur préféré, et donc dès qu'il sort, je vais le recevoir. C'est des petits trucs, mais au final, vraiment, ça. Ah, en fait, je suis toujours, je suis toujours sa femme et il fait toujours attention à moi, et j'avoue que c'est hyper agréable. On fait des bilans d'organisation souvent le dimanche où on reprend la semaine. On a un agenda partagé. Ça aussi, c'est vraiment un truc quand on commence à avoir les activités, les trucs, les bidules. On a un agenda partagé où on met la lettre de la personne qui va chercher les enfants, par exemple, à l'école, etc. Et en fait, ça nous permet d'avoir une vue sur la semaine et de se dire, OK, là, il y a un petit point. Est-ce qu'on faudrait qu'on peut-être on demande de l'aide ce jour-là? Là, il y a un petit truc à ajuster. Est-ce que tu t'arrives à décaler ta réunion, etc. Et pas d'être en stress au dernier moment parce qu'on est dans le jeu. Donc, ces points d'organisation, ils aident, même si ce n'est pas un truc hyper fun à faire, ça nous enlève un peu de charge après sur le reste de la semaine. Et dans les petites attentions, moi, récemment, mon mari m'a offert un shampoing. Alors, même pas d'une bonne marque, enfin, genre un truc hyper classique. Et ça peut paraître complètement futile, mais un jour, il est rentré à la maison, il m'a dit, tiens, j'ai vu cette marque de shampoing, je crois que c'est celle que tu aimes bien, et il sentait bon. Alors, vu son degré je veux dire, de surprise habituelle, ça m'a quand même... Enfin, il fait jamais rien, donc là, ça m'a vraiment surpris. Et je me suis dit, bon, ok, c'est quand même un peu space, mais merci chérie, je prends le shampoing. Et sauf que maintenant, à chaque fois que je me lave les cheveux, je dis, ah, ça, c'est le shampoing de François. Ah, je suis contente. Ouais. Ça, c'est lui qui l'a pris pour moi. Et ça, c'est... Enfin, voilà, une petite surprise, ça peut être aussi simple que d'acheter un shampoing, un savon, du thé, un croissant, peu importe, qu'un post-it laissé traîner sur la porte avec écrit «Bonne journée». Voilà, ça n'a pas besoin d'être la lune, ça n'a pas besoin d'être organisé à une sortie spa, machin. Ça peut être vraiment très simple. Et ça fait vraiment plaisir. Moi, je sais que quand il a des grosses échéances au travail, j'essaye de me glisser dans son sac et de mettre un post-it dans son ordinateur parce que je sais qu'il va donc l'ouvrir et de lui mettre genre tu vas déchirer, je t'aime, t'es trop fort. Et c'est vrai que quand il le reçoit, il m'envoie toujours un petit truc. Ah, c'était Pas cool. mal. Alors ça, et ça m'a rien coûté quoi pour le coup. Je pense qu'on vous a donné plein de choses. Il n'y a plus qu'à maintenant. Surtout, n'hésitez pas à partager tout ça. Et Célina, on se retrouve très bientôt. Merci beaucoup pour ton Yes. intervention. Par contre, tu t'es pas présentée. Tu t'es présentée de manière perso, mais tu t'es pas présentée de manière professionnelle. Parce que tu n'es pas juste une maman de jumeaux et de Rose. Je suis tout ça et je suis aussi la fondatrice de la tribu Café Couche. C'est la première marque de jeux de société de préparation et d'accompagnement à la parentalité. Et donc, on crée des jeux de société qui, en fait, fédèrent les gens, l'entourage autour des jeunes parents pour libérer la parole, permettre de se raconter en vérité. Je vous ai parlé au tout début de mes voisins qui m'avaient dit la vérité de ce qu'ils vivaient dans leur vie de couple. C'est pas forcément évident quand on est entre amis de se dire ah bah moi je galère et j'ose pas. Enfin voilà, c'est pas évident forcément de le dire. Et donc on crée des jeux qui sont vraiment drôles, décomplexés, déculpabilisants, mais qui provoquent des occasions, si on veut, de s'exprimer. Et donc, je sais que tu attends de moi que je dise que j'en ai un qui s'appelle le Yaka Faucon, qui est disponible sur Ulule. Donc, je suis sûre que Lucille se fera une joie de vous envoyer le lien pour que vous alliez le voir. Et l'idée, c'est de s'entraîner à la répartie parentale. Donc, comment on fait pour répondre aux petites remarques bienséantes qui font bien mal avec dans l'idée qu'on ne va pas chercher à envoyer bouler toute la terre entière après ce jeu, mais qu'on prend conscience et confiance en soi que ces remarques-là, elles en disent plus sur l'autre que sur nous.
Et donc, on passe un bon moment. On l'a testé l'autre jour avec Lucille et Smadis. C'est bien marré. Sur son compte Instagram, vous pouvez aller voir. Vous voyez ma fille qui fait de l'acrobatie et derrière, c'est un live. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Yes. Merci, Lucille. Allez, à très bientôt. Au revoir tout le À monde. bientôt. Salut.